Pour les enfants, c'est énorme. Alors, vous n'allez pas voir un spectacle de stars avec plein de poussière dorée. Je pense que pour ceux qui me connaissent maintenant, ils savent que c'est surtout le naturel. Ce qui est mis en avant, c'est vraiment l'injonction de la société, et cette société qui nous pousse à porter des masques. Alors, ces masques parfois sont confortables parce qu'ils nous protègent, tant qu'on les accepte et que ces masques ne nous rendent pas malheureux. On a ici parmi nous des personnes d'étincelles, et ces personnes nous ont permis de pouvoir transmettre une mémoire importante. Vous allez remarquer, donc, il y a plus de 50 ans de cela, c'était différent. C'était différent au niveau des plaisirs, c'était différent au niveau du travail. Et donc, on va commencer avec ce conte. Et puis, ce sont les enfants de l'ATL, et particulièrement de la maison de quartier, qui ont écrit un conte qui représente vraiment comment les jeunes vivent actuellement, le relationnel, le rapport à l'argent, le rapport au bonheur, comment on se contente, avec peu, ou pas, d'ailleurs. Et ensuite, eh bien, le dernier conte a été coécrit avec des jeunes de Sainte-Chrétienne. Jusque-là, je n'en ai vu qu'une, peut-être que d'autres vont arriver, et avec Parentèle à Charleroi, donc la collective de Parentèle à Charleroi. C'est un conte qui a été écrit entre adultes et entre jeunes, et c'est finalement la moralité de tous les contes réunis. Je vais vous laisser découvrir. Alors merci à toutes les personnes qui ont apporté donc, des denrées non périssables. Il faut savoir que nous les remettrons directement au Père Noël, et à Eric, à Géraldine. Donc ils sont parmi nous, ce sont des personnes qui vont les redistribuer directement aux gens nécessiteux. On ne demande pas leur salaire ou ce qu'ils ont pu dépenser. Je pense qu'ils partent du principe qu'à partir du moment où on demande de l'aide, c'est qu'on en a vraiment besoin. Donc voilà, un tout grand merci à tous et à toutes. Ces denrées sont bien mises à l'écart pour ne pas qu'on marche dessus, mais elles sont là et vous verrez qu'ils repartiront bien avec. Je vais arrêter de papoter. Monsieur Polyginelle, accompagnez-moi dans cette belle ritournelle, emmenons dans notre ronde tous les enfants du monde. Sur le chemin de la vie, moi je danse et je ris. Sur le chemin de l'amour, j'en mange chaque jour. Madame la joie, je vous prie, prenez-moi dans vos bras. N'oublions pas les autres, faisons-en nos apôtres. Sur le chemin de la vie, moi je danse et je ris. Sur le chemin de l'amour, j'en mange chaque jour. Mademoiselle Tolérance, donnez-nous de vos semences, qu'elles germent dès l'enfance, offrant au monde sa plus belle élégance. Le chemin de la vie, moi je danse et je ris. Sur le chemin de l'amour, j'en mange chaque jour. Aux dames charité qui enseignez la solidarité, apprenez-nous que le partage ne s'arrête pas qu'au premier étage. Sur le chemin de la vie, moi je danse et je ris. Sur le chemin de l'amour, j'en mange chaque jour. Pour toi, petit enfant, n'oublie pas quand tes sœurs racontent sur ton chemin de vie, chaque jour dans ses lits. Sur le chemin de la vie, moi je danse et je ris. Le chemin de l'amour, j'en mange chaque jour. Sur le chemin de la vie, moi je danse et je ris. Sur le chemin de l'amour, j'en mange chaque jour. Sur le chemin de la vie, avec toi danse et ris. Sur le chemin de l'amour, dans vos anges, chaque jour. Avec toi danse et ris. Sur le chemin de l'amour, retrouvons-nous chaque jour.
La plus. Là, il y a un tueur en série. Il pleut énormément et durant cet après-midi morose, Fleur s'ennuie. Elle demande donc à sa grand-mère, Marie, de lui raconter une histoire. Cette dernière conte toujours des récits fabuleux. Aujourd'hui, je vous invite à profiter de l'un d'entre eux. Il y a de cela plus d'un demi-siècle, un jeune homme prénommé Max emménage dans une ville appelée Chimay. Il est un peu perdu car il ne connaît personne. Ses parents lui conseillent d'aller à la rencontre des voisins et d'apprendre à les connaître. La première demoiselle qu'il rencontre est Nadine. Après les présentations d'usage, Max interroge Nadine pour la connaître un peu plus. Cette dernière a débuté sa vie en étant placée chez les sœurs, car sa maman a été hospitalisée. À l'âge de 15 ans, Nadine a manqué de mourir de surménage, car elle travaillait énormément. Lorsque son papa et sa mère venaient la voir, ils lui apportaient 20 francs belges, l'équivalent de 50 centimes aujourd'hui. À l'époque, elle avait la possibilité d'acheter un bonbon qui coûtait 1 franc, mais surtout de pouvoir économiser pour tenir tout le mois. À 16 ans, Nadine a accompagné sa maman à Louron. Elle et sa sœur ont été comme garde-malades dans le train des malades. Arrivée là-bas, elle sera invitée à planter des clous dans un tronc d'arbre. Elle pense avoir bénéficié d'un miracle car elle s'est sentie libérée des douleurs à la tête qu'elle avait gardées en séquelles de la maladie qui a bien failli lui faire perdre la vie. Lorsqu'elle est rentrée chez ses parents avec son mari, elle avait 22 ans et était enceinte. Sa maman était en chaise roulante. Ses 2 frères, Serge et Henri, à l'armée. Nadine devait s'occuper des lessives et préparer tout ce dont ses frères avaient besoin pour regagner leur caserne à Amay. Nadine était contente de découvrir un nouveau voisin. Cependant, elle doit rentrer chez elle et Max continue l'exploration de son nouvel environnement. Non loin de là, il s'arrête pour refaire son lacet. En se relevant, il se cogne à Gérard, qui discret ne l'avait pas vu. Ils éclatent de rire. Et se présentent l'un à l'autre. Max explique sa démarche et dit apprendre des choses très intéressantes grâce aux personnes qu'il rencontre, notamment Nadine, car il n'avait jamais entendu parler de la tradition de planter des clous dans un arbre. Gérard acquiesce et se souvient qu'à une époque, il y avait un trou dans chaque église et que les personnes qui avaient besoin de recevoir une grâce payaient 1 franc afin d'y enfoncer un trou. Ce serait en partie grâce aux sommes récoltées avec cette pratique que fut construite la cité Saint-Pierre, dans laquelle les gens qui n'avaient pas les moyens financiers de se loger pouvaient y être accueillis gratuitement. Gérard est un homme ouvert et trouve Max bien sympathique. Il accepte donc de lui parler de lui. De l'âge de 3 à 12 ans, il a suivi les cours de séminariste. Malheureusement, il a perdu sa maman et ses 2 frères dans un accident et doit donc aller travailler. Il choisit le domaine de la filature. Toute la journée, il filait la laine qui était stockée dans de grands tonneaux. Et lorsque l'hiver arrivait, il plantait des clous dans ses chaussures pour pouvoir se déplacer dans la neige. Gérard aperçoit Anne-Marie qui arrive vers eux et l'appelle pour
présenter Max. Très vite, les conversations vont poutre. Et Max apprend qu'Anne-Marie, tous les midis, était obligée de rentrer à pied chez elle, et ce par tous les temps, pour pouvoir manger. Car à Forges, il n'était pas possible de le faire à l'école. Enfant, elle ne regardait jamais la TV, car il n'en avait pas à l'époque. Elle pouvait jouer dans la rue, jouer aux cartes avec les parents ou aux boules avec les voisins. « Tiens, voici Albert, dit Anne-Marie à Max. Nous allons te le présenter. Lui aussi jouait souvent au ballon. Quant aux filles, elles jouaient plus au paradis ou à la marelle. Ça nous arrivait souvent de nous rassembler avec nos amis pour faire des glissades sur le verglas. Et oui, à l'époque, l'école n'était pas obligatoire. » Anne-Marie se souvient de Marinette, qui préférait passer son temps avec les plantes. Elle allait cueillir des mûres ou des jonquilles pour le 1er mai, et aussi du muguet pour les revendre. Elle avait également la possibilité de cueillir les fruits dans les arbres chez les voisins. Albert dit « Oh oh, c'était bon ça !» Anne-Marie acquiesce, mais précise que malheureusement, il n'y avait pas de logopède à l'époque, ni même de kiné. Les institutrices et instituteurs prenaient le temps de s'occuper des enfants en difficulté. Mais le respect envers le corps enseignant était beaucoup plus important que maintenant. L'éducation était différente. Albert se souvient d'une autre de leurs amies, Annie. Elle est née pendant la guerre. Le jour de sa naissance, son papa a dû partir combattre. Sa maman était toujours très inquiète. Elle avait une peur constante de perdre sa petite amie. Cette peur de la mort fut malheureusement transmise à Annie. Cette dernière a pourtant été gâtée toute son enfance par ses grands-parents. Mais aujourd'hui, elle vit encore avec cette peur. Le jour où son père est rentré fut un moment tellement extraordinairement fantastique qu'elle lui courut dans les bras, parée d'une seule chaussure. Anne-Marie et Albert s'en souviennent avec émotion et rient de si bon cœur que Max se joint à eux. Albert s'excuse, mais c'est l'heure pour lui de rentrer. Tu sais, Max, dit Anne-Marie, c'est vrai que nous avons passé de bons moments, notamment avec notre ami Marc, avec qui on jouait au flipper. Les enfants se rassemblaient dans la rue, s'amusaient ensemble. Et lorsque dispute il y avait, la confrontation s'organisait avec les poings et sans armes, en évitant de se faire trop mal. Chacun rentrait chez soi et la porte d'entrée fermée clôturait les conflits. Mais nous avons connu des moments plus compliqués aussi. Je te donne un exemple. Pendant la guerre, les gens ne voulaient pas de vaccin, par peur de l'empoisonnement. Les écoles séparaient les filles et les garçons. Et les allocations familiales n'existaient pas encore. Ah, je vois Jacques arriver. Je vais te le présenter, car c'est un personnage, celui-ci. Jacques est le 10e enfant d'une fratrie de 14. Lors de la Saint-Nicolas, lui et ses frères et sœurs ont reçu un bouc attelé à une charrette. À partir de ce jour-là, les 2 derniers garçons sont venus à l'école avec cet attelage particulier. Ah ouais. Le bouc restait dans le verger à côté de l'école. Durant la récréation, Jacques et Michel organisaient tous les tours payants pour les autres élèves. Avec ces quelques pièces, ils pouvaient aller à l'épicerie en face pour s'acheter des petits plaisirs.
Jacques est issu d'une famille qui avait beaucoup de bêtes. Durant la guerre, tous les enfants du village se voyaient offrir un bol de soupe chaque jour par sa famille, bien généreuse et solidaire. Car les moyens financiers n'étaient pas ceux d'aujourd'hui et ne permettaient pas d'offrir des jouets à profusion aux enfants à Saint-Nicolas. Juste une mandarine et parfois des knick-knacks. Et pourtant, les enfants étaient tellement contents de recevoir ces présents exceptionnels. Jacques prend la parole pour expliquer à Max que lorsqu'ils étaient jeunes, le village était bien différent. Dans tous les cafés on dansait. Il y avait un cinéma qui n'existait plus. Et après le film, il y avait bal. La vie était bien plus simple. Les plaisirs aussi. Le bonheur était accessible à tous, avec très peu. Max était très heureux d'avoir suivi le conseil de ses parents. Il ne se sent plus perdu. Au contraire, c'est un plaisir pour lui d'avoir pu profiter de cette transmission de mémoire et d'être entouré de nouveaux amis aussi formidables. Fleur a écouté le récit de sa grand-mère avec beaucoup d'attention. Il lui demande si de nos jours, les enfants s'amusent de la même manière et si à l'école c'est encore pareil. La grand-mère décide de lui grâce à un conte créé par les participants de l'ATL. Tout commence un jour au matin qui aurait pu être banal. Et pourtant, Lina, en partant à l'école, passe devant la foire. En y réfléchissant, elle se dit que ce serait chouette d'y aller avec ses amis. Elle envoie donc un message à tous et demande de l'argent à ses parents afin de pouvoir y aller et de s'amuser. Dans son groupe d'amis, il y a Eva, qui est une petite fille interpellante. En effet, elle est sur son téléphone à longueur de journée. Et même en mangeant, et ce, malgré les multiples remontrances de sa maman Juliette. Ça devient si problématique, car que même Madame Éléonore, son institutrice, s'est entretenue avec Juliette pour lui dire qu'Eva ne fait même plus ses devoirs. Mais comment va réagir sa maman? Juliette se met en colère, confisque le GSM de sa fille et l'enferme dans une armoire. Elle la punit également de sortie. Eva est si désespérée qu'elle s'enfuit donc par la fenêtre pour rejoindre ses amis à la foire. Timéo aussi a reçu un message. Il fait lui aussi partie des amis, mais aime jouer au foot. Il est très talentueux. Tout se passe bien dans sa vie. Il a 3 sœurs et 2 frères. Ce jour-là, il décide d'aller acheter des crampons pour mettre à ses chaussures de foot. Malheureusement, il perd les 50 € en y allant. Après s'être sauvé par la fenêtre, trouve le billet de 50 € sur le chemin et elle compte bien l'utiliser à la fois. Elle en est très heureuse. Timéo se rend compte en arrivant devant le magasin qu'il a perdu son argent. Il peur de ne pas le retrouver. Cependant, il n'a rien à perdre et décide de retourner sur ses pas pour chercher après cet argent. En chemin, il croise Eva qui lui demande ce qui se passe. Après l'avoir écouté, elle lui propose de l'aider à chercher son argent. Elle fait alors tomber discrètement le billet et lui dit qu'elle les a retrouvés. Timéo est en retard pour le foot. Et reconnaissant envers Eva pour son aide, il l'invite à l'accompagner à la foire et lui offre un tour de manège avec une partie de l'argent.
Il lui en restera bien assez pour acheter ses crampons plus tard. Une autre de leurs amies s'appelle Emma. Elle est une petite fille modèle et vit une vie plaisir. Elle est plutôt heureuse. Un jour, alors qu'elle est à l'école, elle reçoit un message de son amie Lina, lui proposant d'aller à la foire. Au début, elle hésite, mais Lina ne met pas longtemps à la convaincre. En sortant de l'école, elle s'arrête chez elle pour voler l'argent de ses parents, afin d'aller s'amuser à la foire. En effet, on veut toujours la voir avec le masque de la petite fille gentille et polie, mais elle peut se transformer en pire. Elle arrive à la foire et y dépense l'argent de ses parents. Quand elle se rend compte, un peu tard, que ce n'est pas bien, elle se met à pleurer. Ses amis lui demandent ce qui se passe. Elle leur explique la situation. Ceux-ci décident de se cotiser afin de rembourser les parents d'elle. La solidarité peut exister, il faut juste le décider. Fleur a écouté sa grand-mère et dit qu'il y a quand même des choses différentes dans leur vie. Par exemple, pourquoi la petite fille est-elle toujours sur son GSM? Et pourquoi son amie vole-t-elle l'argent à ses parents? Je ne comprends pas. La grand-mère lui demande d'écouter un dernier conte qui a été réalisé par les jeunes de Sainte-Chrétienne à Chilly et par les dames du groupe Parentène à Charleroi, afin de réfléchir et d'essayer de trouver la réponse par elle-même. Fleur est interpellée et demande à sa grand-mère: pourquoi doit-on porter tant de masques? La grand-mère lui répond que la société nous impose de porter des masques qui ne reflètent pas toujours qui nous sommes réellement. Et lui raconte le conte intitulé Tiloubi et la ronde des masques créée par la collective de Parentène. Alors qu'il était en sortie avec son école dans la forêt des Grands Sards, Tiloubi, du haut de ses 10 ans, fut attiré par un papillon. Un papillon comme il n'en avait jamais vu. Il était grand, majestueux, multicolore et portait une couronne autour de ses antennes scintillantes, comme les étoiles qui illuminaient chaque nuit la planète. Était-ce le roi des papillons? Je ne sais. Il dansait devant le visage du petit garçon, l'invitant à le suivre sur le chemin, caché derrière un énorme être. Hypnotisé par cette danse et sa curiosité, chatouillé au maximum, il suivit le papillon qui le mena devant un somptueux manoir. La porte s'ouvrit, conviant ainsi Tiloubi à y entrer. Un peu effrayé, mais sa curiosité ayant pris le dessus, il entra. Au fond d'un immense hall, une porte d'apparence insignifiante tentait maladroitement d'attirer son attention, alors que de part et d'autre du hall, de majestueuses portes rivalisaient de beauté pour être choisies et qu'il découvre ce qui s'y cachait de l'autre côté. Émerveillé par ce magnifique spectacle, il s'avança, les yeux allant d'une porte à l'autre, jusqu'à ce qu'il arrive
devant une petite porte de couleur terne. Elle avait l'air si misérable. Pourquoi la choisir, elle? Tristement, elle baissa les yeux pour qu'il ne vît pas ses larmes couler le long de cette planche si usée qu'il était impossible de savoir dans quel bois elles avaient été fabriquées. Il resta quelques instants figé devant elle, puis fit volte-face et promena lentement son regard d'une porte à l'autre. Prit une profonde respiration, pivota sur lui-même et fut à nouveau face à la petite porte qui, persuadée qu'elle ne serait pas choisie, rapetissait jusqu'à presque disparaître. Le visage fendu par un large sourire, Tilly posa la main sur la poignée avant que la porte n'ait totalement disparu. C'est alors qu'elle se transforma en une porte encore plus belle, plus majestueuse, plus, je ne trouve les mots pour vous la décrire, que toutes les autres portes. Elle s'ouvrit et le petit garçon resta là, bouche bée. Aucun son ne put en sortir, tant il était ébahi et stupéfait par ce qu'il voyait. Il était dans une gigantesque salle, comme une salle de banquet dans les châteaux. Non, encore plus grande. Dans cette salle, des millions, enfin, c'était impossible de les compter, de masques dansaient dans une ronde qui ne semblait jamais finie. Il lui demande: mais pourquoi autant de masques? Pourquoi dansent-ils dans une ronde sans s'arrêter? Non, dis-lui, lui susurra le vent dans l'oreille. Les masques ne dansent pas sans s'arrêter. Ils arrêtent de danser quand ils partent en mission et cèdent leur place à ceux qui en reviennent. Lui réagit: en mission? Des masques qui partent en mission? Il ne comprenait pas et enchaîna. Les masques, nous les portons au carnaval ou à Halloween. Dans le souffle du vent, il entendit un rire un tantinet moqueur. Tu es encore bien jeune pour en prendre pleinement conscience, mais dès la naissance, et même avant, et ce toute notre vie, nous portons des masques, et pas uniquement au carnaval ou à Halloween. Sylvie croisa les bras et leva la tête, cherchant au plus profond de sa mémoire à quel autre moment il aurait porté un masque, mais ne trouva point. Observe bien tout le masque et dis-moi ce que tu vois. Je vois des masques noirs, des masques blancs, des masques noirs et blancs, des masques de toutes les couleurs. Regarde mieux, les masques ne sont pas faits que de couleurs. Tilly s'exclame: oh oui, je vois des animaux. Un tigre sur un masque noir, un chaton sur un masque de couleur, des barreaux. Pourquoi des barreaux sur un masque noir? Les masques noirs et les noirs et blancs que nous portons dès notre naissance, nous ne les choisissons pas. Ils nous sont attribués en fonction de notre sexe et de notre lieu de vie ou de ce que nos parents ou la société veulent que nous soyons.
Nous ne choisissons que les blancs et ceux de couleur quand nous prenons conscience de qui nous sommes et que nous sommes en mesure de les choisir. Lorsque nous choisissons de porter des masques noirs, c'est pour plaire aux autres, à la société par peur d'être rejetés, de ne pas être aimés. Telle une prison, il nous enferme dans un rôle qui n'est pas le nôtre et nous rend malheureux. C'est l'histoire d'Émilie qui ne peut que dire oui, par peur d'être rejetée par sa famille et la société, même si au plus profond elle voudrait en dire non. Elle sait qu'elle ne pourra pas à son grand désarroi. Elle sait qu'elle ne pourra pas à son grand désarroi. Quand arrive la nuit, blottie au creux de son lit, elle se prend à rêver qu'elle est une de ses poupées, de la chanson de Paul Naref qu'elle entend dans ses rêves. Elle va pouvoir chanter sa chanson préférée. Elle va pouvoir chanter sa chanson préférée. C'est moi, Émilie, et je peux enfin dire non, non, non. C'est moi, Émilie, et je peux enfin dire non, non, non. Louis ferma les yeux, posa son index droit sur la bouche et son avant-bras au travers de son ventre. Il semblait réfléchir à ce que venait de lui dire le vent. Si les masques noirs nous rendent malheureux, alors pourquoi les porter ? Parce que ces masques sont bien souvent difficiles à enlever. Je pense à la petite Samira qui, abandonnée par sa famille et par peur de l'abandon, a porté durant des années le masque noir de la soumission et de la femme violentée. D'où les barreaux que tu as vus, jusqu'à ce qu'elle puisse choisir de porter le masque blanc, dont la mission est de montrer le chemin de la liberté, pour qu'elle porte le masque coloré de la femme libérée. Le garçon se promenait dans l'immense salle, tentant d'apercevoir les illustrations sur les masques, mais n'y parvenait pas à cause de leur ronde folle. Tends la main vers eux et dis-leur, venez vers moi, et celui au-dessus de toi se posera dans ta main. Louis s'exécuta, et le masque qui se posa dans sa main était noir et blanc. Sur la partie noire, il y avait un tigre. Et sur la partie blanche, un petit chaton. Il se tourna vers le vent, la mine interrogative. Oh oui, c'est celui de la jeune Chryse. Elle est à la fois un tigre et un chaton. Le chaton qu'elle est recherche l'amour, la reconnaissance des autres qu'elle n'a pas reçu dans son enfance. Il exprime aussi tout l'amour qu'elle peut donner quand elle se sent en confiance, bien avec les personnes qui l'entourent. Quant au tigre, il apparaît quand elle se sent en danger pour la protéger et la rend agressive aux yeux des autres. Tout en écoutant l'explication du vent, il continua à appeler les masques et 4 d'entre eux se posèrent dans ses mains. 3 noirs et un noir et blanc. Il resta planté au milieu de la ronde sans comprendre pourquoi 4 masques. Il était plongé dans son interrogation quand il sentit sur sa joue le léger souffle du vent.
porter en même temps plusieurs masques, ce qui est le cas de la petite Saba, la sœur de ton ami Rachid. Naître fille dans une famille traditionnaliste et être élevée dans un pays qui le moins n'est pas facile pour elle, qui voudrait tant pouvoir être pleinement Saba, une femme libre et heureuse. À cause du poids de la tradition, elle porte chaque jour les masques de la soumission, de la culpabilité et du devoir qui l'empêche d'atteindre son but. Même si aujourd'hui elle porte un masque noir et blanc, les autres sont encore bien présents. Elle lutte chaque instant pour atteindre ce chemin de la liberté où elle y trouvera ses masques de couleur. Malheureusement, certaines personnes arrivent au bout de leur chemin de vie sans avoir pu porter le leur. Quelques minutes de silence s'installèrent avant que le vent d'un souffle, tel un ouragan, disperse tous les masques et dans les sacs tout, un noir dans la main droite de Tilly et un autre dont la moitié était noire et blanc et l'autre multicolore dans sa main gauche. S'il avait pu voir le vent, il aurait vu un joyeux sourire éclairer son visage. Ces deux masques que tu tiens dans ta main sont le tien et celui d'Eddie. Quand tes parents ont appris que tu allais pointer le bout de ton nez, ils ont choisi d'apprendre et de t'apprendre à découvrir qui tu es au fond de toi et de t'aider à être Tilly. C'est pour cela que ton masque est à la fois noir et blanc et multicolore. Grâce à tout l'amour qu'il te donne, et ce depuis ta naissance, tu n'as pas, contrairement à beaucoup d'autres, comme il dit, à porter le masque noir qui t'entraîne sur un chemin où les seuls masques que tu peux porter sont ceux de la violence, de la soumission, de la culpabilité, du paraître et bien d'autres. Chez lui, Torka, Eddie? Oui, le petit garçon qui est assis au fond de ta classe. Malheureusement pour lui, il est né difforme dans une famille où le physique a une grande importance. Ses parents, ses frères et sœurs sont tous des sportifs et ont une alimentation stricte. Persuadé que sa difformité n'en ferait jamais un sportif, ses parents lui ont accordé moins d'importance, surtout en ce qui concerne la nourriture. Il avait droit à tout ce que ses frères et sœurs ne pouvaient manger. Au début, trop petit pour comprendre, Eddie se sentait privilégié, pensant que c'était dû à son statut de benjamin de la famille. Mais en grandissant, il a compris que c'était à cause de sa différence que ses parents le traitaient différemment. La tristesse et la souffrance ont alors pris possession de son âme, à tel point que pour compenser, il s'est réfugié dans la nourriture et faisant de lui le petit garçon obèse qu'il est aujourd'hui. À cause de sa prise de poids, il est devenu le souffre-douleur de sa famille. Il cache derrière un masque de violence le poids de toute cette souffrance qu'il subit au quotidien. Il resta planté au milieu de la pièce, ne quittant des yeux son masque, et toutes les paroles du vent résonnèrent dans son âme. Il prit conscience de l'immense chance, bonheur, d'être né dans sa famille, d'avoir des parents qui l'aimaient tant pour le laisser libre d'être lui, et que d'autres, comme le petit Eddie, rejeté et méprisé par sa famille, n'avaient pas ce bonheur. Il comprit aussi pourquoi il portait chaque jour le masque de la violence. Cet amour qu'il avait en lui, il se promit de le partager avec Eddie.
Quand il sortit de sa rêverie, le vent s'en était allé, le manoir avait disparu, et il se trouvait assis sur un tronc d'arbre, dans la clairière, entouré de ses camarades de classe. Il se leva, s'installa près du petit Eddie, posa son bras sur ses épaules, le regarda dans les yeux et lui offrit son plus beau sourire. Eddie resta immobile. Il sentit que quelque chose d'étrange se passait en lui. Une onde de chaleur envahissait son corps. Il n'avait jamais ressenti ça. Pour la première fois, on le regardait sans mépris, avec bienveillance. Et lui tendait l'autre main, qu'il prit dans la sienne et, depuis ce jour, ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Grâce à l'amour que lui offrit-il chaque jour, Eddie a compris qu'il pouvait se libérer de son masque noir de la violence et porter ses masques blancs et colorés. Des années plus tard, il est devenu champion du monde de natation. Alors, merci à tous et à toutes. On arrive à la fin, mais je voudrais vraiment insister sur